Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, Jean-Claude Fournier, épisode 3. Nous sommes en 1980. Jean-Claude Fournier a claqué la porte des éditions Dupuis. Après 9 albums, il cesse de dessiner Spirou. Il entre alors dans une spirale, dans une période noire au cours de laquelle il sombre dans l'alcool. J'allais pas bien du tout, j'étais une sorte de déprime, j'avais tendance à picoler. Et puis il y a eu ma femme, ça marchait plus. Les enfants, ils ont tendance à avoir un petit peu des intérêts pour moi parce que j'étais vraiment pas drôle, quoi. J'étais devenu autoritaire. Bref, c'était une période difficile et j'ai divorcé. Ça a été très dur et j'avais plus envie de dessiner. Si j'essayais de dessiner, ça avait été moche, j'avais aucun plaisir à faire, quoi. Financièrement, ça allait puisque j'avais trop d'auteurs qui arrivaient. Pour le reste, j'ai l'impression que je me laissais un peu partir. C'était une période assez dure. J'ai même du mal à dire comment ça a duré parce que je ne me rappelle pas. Et ça a été dur. Et puis, en fin de compte, il y a une jeune rennaise qu'on m'a présentée qui voulait faire des couleurs de bande dessinée. Elle est venue faire des couleurs pour moi, d'abord pour le concours Ouest France. Parce que tu travaillais pour Ouest France aussi, il faut le préciser. Voilà, oui, je faisais toutes leurs pages spéciales, les pages d'été, puis le grand concours. Il y a tous les ans un grand concours. Alors là, j'étais devenu le dessinateur d'Ouest France. Je faisais tous les dessins d'Ouest France, c'était moi. Donc tu disais que tu as rencontré une jeune femme, et donc ? Et ensuite, elle a fait des couleurs pour mes bandes dessinées Visu. J'ai fini par la trouver vraiment très jolie, et puis vraiment très gentille. Puis j'ai commencé à être un peu affectueux. Et puis voilà, elle est devenue mon épouse, quoi. Et elle t'a aidé à sortir de cette phase dépressive. Ouais. Complètement. Ça, je veux dire qu'elle a eu du courage, parce qu'elle a récupéré un peu une épave, quoi. Et elle m'a redonné le goût au dessin, le goût à la vie, le goût à tout, quoi. Durant cette période, les éditions Fleurus, cette fois-ci, publieront 2 albums de Bisu, une manière de soutenir Jean-Claude Fournier pendant son passage à vide. Et lui va s'investir alors ailleurs, dans un festival de BD qui deviendra plus tard le célèbre festival Quai des Bulles. Il y avait un festival BD à Saint-Malo. Et donc, ils m'ont considéré comme le parrain de leur festival, quoi. Un jour, il nous téléphone. Il dit, écoutez, il y a quelqu'un qui veut créer un salon du livre à Saint-Malo et il me demande si on serait d'accord, nous, Festival BD, pour marcher avec lui. C'était Michel Lebris qui créait Étonnant Voyageur. Donc une première année, on fait un festival avec Étonnant Voyageur. Michel Lebris, lui, il avait pris le Palais du Grand Large à Saint-Malo pour lui, pour son festival. Nous, la bande dessinée était sur le quai, alors que c'est nous qui a tiré du monde, quoi. Donc on a été assez déçus à la fin de la première édition, quoi. Alors, je vais trouver Lebris, je lui dis, écoute Michel, tu nous as eu là, mais veiller à ce que ça ne se reproduise pas, quoi. Sinon, écoute, on est obligé de se séparer, quoi. L'année suivante, ça a été pareil, et même un peu pire, parce que comme il avait commencé à se faire connaître, il avait commencé à avoir un peu de monde. Donc, à la fin du festival, je suis allé le trouver, je lui ai dit, oh, écoute, Michel, la bande dessinée, avec toi, c'est fini. Et c'est ainsi que l'idée de Quai des Bulles va germer dans la tête de Jean-Claude Fournier. J'appelle Jacques Plouet, qui était le créateur du premier festival. Je lui dis, écoute Jacques, moi j'ai envie de créer un nouveau festival à Saint-Malo et j'aimerais le faire avec toi. Est-ce que tu es prêt à redémarrer, mais sur mes idées? Il me dit, banco, on y va. On commence à mettre au point tous les deux le cahier des charges d'un futur festival. Il fallait que le maximum des gens dans l'organisation soient des auteurs BD. Ça, aucun autre festival ne faisait. Nous, c'était obligé. En plus, au cahier des charges, il fallait créer des animations que personne d'autre ne faisait. Ce qu'on a fait. Très vite, on a démarré sur le chapeau de roue, ce festival. Aujourd'hui, tu es toujours aussi impliqué, ou moins? Je suis toujours à l'organisation, mais j'ai plus la force qu'il faut. L'énergie, voilà. Il en faut, hein. Il en faut vachement, quoi. Pour ça, je leur ai dit, écoutez, donnez-moi un rôle tranquille de bureau, de trucs et tout, parce que moi, monter les expos, maintenant, je peux plus, quoi. Mais il ne me trouve jamais rien, quoi. Donc je suis invité à vie. Mais bon, c'est mon bébé, ce festival. Je peux vraiment dire que c'est mon gros bébé qui se porte bien parce que c'est le meilleur festival BD. En fait, deuxième en France après Angoulême, quoi. Alors maintenant, 1000 auteurs, 60 000 visiteurs, c'est énorme, quoi.
Jean-Claude a donc retrouvé goût à la vie. Il va déménager de Rennes à Saint-Quay-Portrieux. Mais au début des années 90, une rencontre avec le nouveau rédacteur en chef du journal Spirou et un rapprochement avec le scénariste Zidrou va relancer complètement sa carrière. Tout démarre en fait au festival de la BD d'Angoulême. J'étais assis à côté de Tinlot, qui était rédacteur chef de Spirou à l'époque. Bon, j'aime bien griffonner sur les nappes à papier. Donc je griffonne des personnages. Et Tinlot voit ça, il me dit « Oh mais tu dessines comme ça aussi ?» Parce que lui, Tinlot, pour lui, Spirou, Bisu, quoi. Mais c'est en fait des dessins, déjà le style Crannibal, quoi. Bah, j'ai dit « Ouais, si on me le demande poliment, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. » Il me dit « Oh, mais attends, j'ai un projet au bureau qui traîne, que personne ne veut. Et je suis sûr que ça t'irait bien. Et il m'envoie le projet des Crannibal. Et j'avais rien en tête à l'époque, rien de nouveau en tête. Et ce projet-là m'a paru absurde. Enfin, mais je me dis, en même temps, c'est une expérience rigolote. C'est drôle quand même. J'ai déjà bossé avec Zidrou, j'ai fait des petits dessins. Alors je dis à Tinlot, ok, d'accord, je marche. Puis en fait, les mois passaient, je trouvais rien. Parce que lui, il attendait tes premiers croquis pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Oui, il me disait, Jean-Claude, tu m'envoies quelque chose quand même. Envoie-moi sous forme de fax, que je vois un peu ce que tu fais. Ça me passionne, ça m'intéresse. Écoute Thierry, je préfère pas parce que j'invente toujours un tas de trucs. En fait, j'avais rien, quoi. Et en fait, c'est presque un an après, il me fait inviter au Salon du Livre pour enfants à Montreuil. Et Zidrou est invité aussi. Donc, on y va tous les deux. Et là, il fallait que je montre mes dessins. Alors, la veille de prendre le train, j'avais rien. Et dans le train, tous les personnages arrivent d'un seul coup. Mais en 20 minutes, il y avait une petite fille qui a vu que je dessinais, donc elle est venue regarder ce que je dessinais, et elle rigolait. Et elle m'a dit, mais ils sont rigolotes, les bonhommes. Ah, je me dis, merci, ma petite, c'est sympa. Donc le soir, rendez-vous avec Zidrou et Tinlot dans un restaurant, à table, on parle de choses et d'autres et tout. Moi, j'étais comme quand j'ai passé le bac, quoi, tu vois. Et à la fin du repas, Tinlot m'a dit, bon, on peut voir, c'est dans ta farte. Ils disent rien, ils tournent les pages, ils reviennent dessus. Puis tout d'un coup, Tinlot lève le bras. Garçon, champagne. Le soulagement. Tout. Et là, ils m'ont dit, ils sont extra. C'est vraiment ça qu'il fallait, quoi. Et c'est ainsi qu'en 1995 naissent les Crannibal. C'est une série d'histoires courtes consacrée à une famille de cannibales qui recrutent des proies, jeunes ou âgées, pour les déguster. On le comprend, c'est un projet iconoclaste, drôle, mais aussi corrosif, dérangeant parfois. Bref, très osé qu'on aurait plutôt imaginé pour un journal satirique que pour une publication pour enfants. Alors pour vous donner une idée du contenu de cette BD, eh bien je vous propose d'écouter une nouvelle fois Jean-Claude Fournier nous interpréter cette séquence des Crannibal. Un mari vient reconnaître à la morgue le corps de sa femme qui a été vraisemblablement dévoré par la famille de cannibales, la famille Ducrot, mais pas complètement. Alors, monsieur Barbissou, reconnaissez-vous votre épouse ? C'est elle ? Elle qui se plaignait toujours d'être trop grosse ? C'est étonnant, ils n'ont pas touché aux cuisses. À cause des varices. Et les seins, regardez les seins, c'est à peine s'ils ont mordu dedans. Siliconisés. Les pieds sont intacts. La pauvre transpirait beaucoup. Par contre, ils n'ont rien laissé de la langue. Pour la faire taire, sans doute. Je pourrais avoir les restes pour mon chien ? Voilà, on l'entend, on ne s'interdit rien chez Spirou. Les Crannibal, c'est une publication archi-novatrice pour laquelle Jean-Claude, qui jusqu'ici inventait ses propres histoires, doit composer avec un scénariste. Il en est très heureux, mais les choses ne sont pas toujours simples. Les scénarios de Zidrou, lui, il voulait rien se refuser. Et moi, je lui disais des fois, attends, tu m'envoies un truc, je peux pas le dessiner, c'est pas possible, c'est trop dur, il n'y a pas de façon de dessiner. Il me dit, tu te démerdes, t'es dessinateur, tu te démerdes. Je me rappelle une fois, il me dit, voilà, la fille Betty, elle ramène un catcheur, balèze. Et elle veut le cuire au micro-ondes, quoi. C'est un scénario de Zidrou, quoi. Et là, je lui dis, je l'appelle, je lui dis, écoute, si je dessine un très grand micro-ondes, ça va plus être un micro-ondes, ça va être une machine à laver. Je peux pas, quoi. Il me dit, écoute, c'est toi le dessinateur, tu te démerdes. Et je me suis démerdé, quoi.
j'ai réussi à le mettre. C'est ça qui était bien avec lui, parce qu'il me donnait des idées. Il m'envoyait des trucs qui, a priori, étaient irréalisables. Et on trouve toujours, quoi. Mais ça a été une période, j'ai adoré faire cette bande dessinée-là. J'ai adoré. Mais tu crois vraiment qu'avec le regard des années 2000, 2020 même, on pourrait mettre des girofles dans l'anus de quelqu'un qu'on va mettre au four dans le Spirou d'aujourd'hui? Je t'assure. Ah non, mais vous y alliez fort. Hein. Ah ben c'est possible, oui. Mais non, ça ne me dérange pas du tout. Alors, est-ce que ça pourrait se faire encore actuellement? Je sais qu'il y a eu plein de protestations de gens à l'époque des Cannibales. Mais il y a aussi plein de lettres de félicitations aussi. Hein. Vous étiez un peu les Shadocks de Spirou, non? un peu ça, ouais. Mais non, je pense que le rédacteur en chef, il était très chaud, tout ça, il marchait à fond là-dedans. Mais est-ce qu'on pourrait encore le faire maintenant? Je ne sais pas, ouais, tu sais. J'ose espérer que oui, mais je ne sais rien. Ouais, quoi qu'il en soit, 8 albums des Cannibales seront publiés. Avec eux, Jean-Claude Fournier a retrouvé son goût pour les blagues de potache, au point qu'un jour, avec Zidrou, il piège leur rédacteur en chef. On a fait une histoire où la mère du croc ouvre le four, met son bébé au four, parce qu'il faut bien qu'il cuise, hein, et il se met à hurler, elle rouvre le four, elle dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» « Mais je voudrais mon dodo. » Bon, elle va chercher le dodo, elle lui donne le dodo, elle referme le four. Là, il se met à nouveau à hurler. « Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais une sucette. Ah, ça va, voilà ta sucette, allez, on referme. » Elle a refermé et elle dit « Et puis maintenant, dors. » Et on a fait exprès, pour le rédacteur en chef, écrire « Dors, D-O-R-E ». Oh, le coup de téléphone de Talot. Mais ça va pas, mais vous êtes malades tous les deux. Imagine que je l'ai mal relu. Il serait passé comme ça dans le journal. Vous vous rendez compte? Mais ça va pas, non, il est en colère. Une fois qu'il a été calmé, j'ai dit, Thierry, c'est une blague, t'inquiète pas. On a fait ça pour voir ta réaction. Eh ben, vous l'avez, ma réaction. Et en fait, c'était d'ordre DORS, toi. Résultat, tellement, l'appartement, il était au Ouais, four. même ça, c'est quand même un bébé dans un four. Cette histoire a apparu telle quelle. Ah ouais, c'est dingue. Alors, on a été quand même, je crois, beaucoup de gens ont râlé pour une histoire qu'on a faite où ils adoptent un petit Vietnamien, un boat people. Le petit Vietnamien, il s'appelle Anka, d'ailleurs. On voulait dédramatiser tout ça en rigolant avec le truc, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était deuxième degré, que c'était rigolo, quoi. On a eu beaucoup de protestations, vraiment beaucoup, hein. C'est peut-être l'histoire qui a amené le plus de protestations. Et preuve que les auteurs ne se fixent aucune limite, Jean-Claude Fournier et Zidrou vont quasiment franchir un tabou. Ils vont s'attaquer à un monument de la littérature pour enfants, Le Petit Prince. Écoutez encore Jean-Claude nous interpréter justement cette séquence des Cannibales, au cours de laquelle Saint-Exupéry, exaspéré par Le Petit Prince, va le faire rôtir à petit feu. Je te préviens, je ne sais pas dessiner. Ça fait rien, dessine-moi un mouton. Ah non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Ah, celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors là, on voit le Petit Prince donc, qui est sur une broche, hein, en train de cuire comme un barbecue. D'accord, ça ne vaut pas un bon gigot de mouton, mais bon. Et là, on voit un enfant qui est dans son lit. En fait, on comprend que sa mère lui lisait une histoire, l'histoire du Petit Prince. Dis, maman, tu me la relis encore, l'histoire du Petit Prince fourré? Demain, point. Demain. À présent, il faut dormir. Mais il n'y a pas que le scénario qui bouscule les codes. Le dessin de Jean-Claude, lui aussi, se transforme, son trait se libère, il assume des visages faussement brouillons et il invente ce qui va devenir une de ses marques de fabrique, des visages parfaitement vivants, mais qui sont coupés en 2 morceaux au niveau de la mâchoire. C'est venu simplement un petit garçon dans une école à la Mayenne, un petit gamin qui me dit « Ouais, mais alors, comment tu ferais pour dessiner un bonhomme qui se fend la gueule ?» Alors je lui dis, bon écoute, l'expression n'est pas la plus choisie que tu puisses imaginer, tu verras ça avec ton instituteur après, mais dessiner un personnage qui se fend la gueule. Ah bon, drôle d'idée ça. Alors j'ai tout de suite fait un bonhomme avec la gueule. Et je me suis aperçu que c'est vachement pratique, parce que d'abord, ça fait d'énormes rigolades, mais en plus, on peut faire passer n'importe quoi. Hein. Il suffit de savoir l'amener, quoi. Alors donc là, ce qui se fend la gueule, c'était ça. C'est né comme ça.
Et Jean-Claude va se fendre la gueule ainsi jusqu'en 2005, jusqu'à ce que Spirou décide finalement de mettre fin au Cranibal. Sa carrière va prendre alors un tout autre virage. Il va se lancer dans un projet quasiment à l'opposé des Cranibal, un projet qui s'appelle Les Chevaux du Vent. Les Chevaux du Vent, c'est l'histoire d'un père de famille qui est installé au Mustang, d'un tout petit royaume frontalier du Tibet, qui part à la recherche de son fils, qui vit lui dans un monastère bouddhiste. Quand je suis arrivé à 60 ans, je me disais, voilà, est-ce que je vais vraiment vivre ma retraite complètement ou est-ce que je redémarre une nouvelle carrière ? Pour moi, démarrer une nouvelle carrière, ça voulait dire faire du dessin semi-réaliste, quoi, ou réaliste. Donc, ça m'a pris vraiment, mais comme une envie de pisser, quoi. Et tout d'un coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Christian, et j'ai dit... Christian Lax ? Christian Lax, oui. Christian, je passe au réaliste. Il pousse un cri au téléphone, parce qu'il y a longtemps qu'il me disait, moi j'ai un scénario pour toi, si vraiment tu le fais pas, décide-toi, parce que si j'en ai marre d'attendre, je vais le faire moi-même, quoi. Et puis là, je dis oui, donc il m'envoie le synopsis. Truc à la montagne, j'aime pas la montagne. Donc tout pour me déplaire, j'ai commencé à bosser. Pendant 3-4 mois, j'ai fait que ça. Bosser à fond, j'ai acheté plein de bouquins sur les royaumes himalayens. Et au bout de 3 ou 4 mois, j'étais devenu vraiment amoureux de ces peuples-là, quoi. Vraiment. J'ai adoré leur pays. Sans y être jamais allé, et puis j'irai jamais. Mais ils m'ont passionné, quoi. Ils sont un peu comme les Bretons, finalement. On transpose la montagne à la mer. Et c'est aussi des pays dans lesquels il y a une identité, une culture extrêmement profonde, très enracinée, très ancrée. Ça, oui, chez eux, oui, ça c'est vrai. Ça fait partie des choses souvent qui m'ont plu chez eux, quoi. Ça a été un grand, grand moment de ma vie, ça. Les 2 albums, ça a duré près de 7 ans. Là, tu te réinventes complètement parce qu'avant, tu étais dans le dessin plutôt humoristique. Ouais. Ensuite, tu es passé dans le dessin sarcastique même, ou ironique. Là, tu es dans quelque chose de très nuancé, de très sensible, de très humain. C'est un univers qui n'a rien à voir avec ce que tu avais décrit jusqu'à présent. Mais c'est moi, ça. J'ai vachement aimé le côté humain de ce récit-là, énormément. C'est ce qui m'a beaucoup plu. À tel point que quand j'ai mis le mot fin, j'ai eu un cafard pendant plus de 8 jours. Ouais. Car vous l'avez compris, Jean-Claude Fournier peut avoir des coups de sang, mais c'est aussi un grand sensible. Et il va le démontrer encore en 2017, lorsqu'est publié son nouvel album, Plus près de toi. Il raconte cette fois-ci la tragédie vécue par des soldats venus de l'étranger pour combattre aux côtés des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, il travaille avec Chris, un scénariste qu'il connaît en fait depuis très longtemps, mais qu'il retrouve un soir près de la gare Montparnasse à Paris. Et après quelques verres, les 2 hommes décident de travailler ensemble et Chris lui fait une première proposition. Il avait réussi à trouver quelque part une histoire montrant qu'en 1921, je crois, aux États-Unis d'Amérique, un tas de paysans, il y a des Russes qui sont venus, des Soviétiques qui sont venus, les inviter à venir s'installer en Russie. Donc il y en a eu plein qui sont partis dans des grands bateaux, ils sont partis là-bas avec femmes, enfants et tout le bazar pour monter des fermes en Union soviétique. Alors ils ont été reçus, il y a eu des fiestas incroyables pour les recevoir, surtout pour que la presse internationale montre bien comment l'URSS soignait ces paysans, quoi. Et en fait, très rapidement, les suicides ont commencé parmi eux, quoi. Et lui, Chris, il y avait des documents là-dessus, et on a failli faire cette histoire-là. Quand tout à coup, il a lu un autre truc sur les Frontstalag, c'est-à-dire les camps de prisonniers... de tirailleurs sénégalais. Arabes, noirs ou vietnamiens, que les Allemands ne voulaient pas emmener prisonniers en Allemagne, évidemment, on ne sait jamais. Donc ils ont fait des camps en France pour ces gens-là, dont 5 en Bretagne. Et Chris est tombé sur des documents là-dessus, et là on a trouvé tous les 2 bretons, ça nous intéressait. On a fait la synthèse de plusieurs histoires, tu vois. Il y a une seule chose qui est vraie, c'est le drame de Tiaroy, à Dakar. Là. Le massacre de Tiaroy. Ouais. Autrement, ces tirailleurs sénégalais qui venaient réclamer leur solde que l'État français leur devait et ne leur a pas donné et qui se sont fait massacrer. Ouais. Quand ils ont quitté la France de force, le bateau est venu jusqu'à Dakar, ils ont débarqué du bateau, ils les ont mis dans un camp qu'ils avaient créé, spécialement un camp de transit. Ils ont été très mal nourris.
Et puis un jour, il y a des cinéastes américains qui sont venus pour faire un film sur cette histoire de ce camp. Et là, l'armée française a vite demandé aux autorités américaines de prêter des uniformes neufs. Et on a fait les uniformes aux mecs. Une fois les prises de vue terminées, on a repris leurs uniformes. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour humilier ces pauvres gens, quoi. Le général qui commandait l'armée française à Dakar, avec son état-major, a décidé de venir voir le camp pour calmer le jeu, quoi. Et là, les meneurs l'ont enfermé dans une des baraques, quoi. Promettez-nous qu'on va avoir notre solde, à manger et des vêtements propres. Il dit, ouais, dès demain, on met ça en route. Et puis le soir, rentré à Dakar, il a réuni son état-major, il a fait préparer les eaux mitrailleuses, et ils sont allés mitrailler le camp, de nuit. Et pire, tous les soldats qui ont été envoyés pour l'attaque étaient tous des Noirs. C'est dégueulasse, cette histoire de tiraille. Alors maintenant, l'État français, de temps en temps, dit qu'il va quand même régler le problème et peut-être donner un petit peu une indemnité. Mais tout le monde est mort, même les familles, il ne reste plus grand-chose. Mais là, c'était la rencontre entre un historien d'un côté et un breton de l'autre. Parce que ce qui t'a intéressé aussi, c'est de voir le côté breton. C'est là que ça se passe, avant qu'ils ne repartent à Dakar. Ouais. On a bien exploité la chose. Hein. On a été même jusqu'à faire qu'un des prisonniers, le musulman, Brahim, puis apprend à jouer de la bombarde. Et joue avec son patron paysan, ce qui n'est jamais arrivé, à ma connaissance. Et un deuxième tome de Plus près de toi paraît en 2019. Mais tous ces changements d'orientation scénaristique ou graphique posent la question de ce qu'est finalement le style de Jean-Claude Fournier. Son identité graphique, est-ce que c'est celle de Spirou, héritée de l'école de Marcinelle, des Cannibales, aux traits plus débridés, ou des Chevaux du vent, aux dessins plus réalistes? En fait, Jean-Claude Fournier n'a jamais cessé de se réinventer. Il a travaillé seul, puis avec des scénaristes. Il est passé de l'encre à l'aquarelle et de la comédie à la tragédie. C'est typique de la dramaturgie celtique, ça. Tu vois, certains grands films ou certaines pièces irlandaises. Nous, dans notre dramaturgie, il n'y a pas de règles, on peut tout mélanger, quoi. Mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on me le fait remarquer, ça. Il m'est arrivé, moi, de le dire comme ça quelques fois, mais la première fois que quelqu'un me dit, mais tu passes de la comédie à la tragédie facilement. Ben ouais, parce que c'est dans notre façon d'exprimer, notre façon de faire, quoi. Et de la même manière, Jean-Claude a tellement envie de se renouveler qu'il envisage de publier aussi, non pas des dessins, mais des nouvelles, des histoires courtes qu'il a commencé à écrire il y a une quinzaine d'années. En général, je démarre un truc quand je suis seul quelque part au restaurant ou quoi, et j'observe quelqu'un, je prends des notes comme ça, quoi. Puis après, quand je suis dans le train ou l'avion ou n'importe quoi, je mets au propre les notes que j'ai prises, quoi. Et puis après, je commence à concevoir une histoire là-dessus. Là, par exemple, tu pourrais nous raconter une histoire, le pitch d'une de tes histoires? C'est un truc épouvantable. C'était dans un bateau. J'étais dans un bateau, le restaurant d'un bateau. Et deux personnes âgées qui étaient là, le monsieur et la dame. Tout le repas, ils ne se sont pas dit un mot. C'est impressionnant, quoi. Et j'ai fini par imaginer que ça allait tellement mal entre eux qu'il allait tuer sa femme 1 heure après, quoi. Et que ça allait poser des gros problèmes dans le bateau, évidemment, parce que tout le monde se demandait ce qu'était devenu cette femme. Donc cette histoire, elle est écrite? Ouais, elle est en schéma, ça. Mais d'autres sont écrites? Oh ouais, il y en a qui sont écrites. Il y en a une qui s'appelle Ducon-la-Joie. Quand j'étais étudiant à Paris, on allait au Louvre, par exemple. Et il y avait un mec qui nous accompagnait qui était un peu trisomique. Et un jour, le prof s'étonne de voir ce phénomène-là. Et il lui dit, mais vous n'êtes pas dans mon cours, vous? Mais si, monsieur. Ah bon, votre nom? Ducon-la-Joie. Le prof, il a dit, monsieur, veuillez quitter ce groupe, s'il vous plaît. Et moi, ça m'a inspiré une histoire, quoi. Un mec qui s'appelle Ducon-la-Joie, quoi. Alors là, c'était une graine qu'il offre à une vieille dame d'un immeuble. Et elle habite au 5e étage. Et elle fait un pot de fleurs sur le bord de sa fenêtre. Elle laisse pousser la plante, quoi. Puis la plante se développe au fur et à mesure du récit. On la voit de temps en temps, quoi. Et à la fin du récit, le pot tombe sur la tête de Ducon-la-Joie qui passait sur le trottoir. Ah, c'est triste. Ouais. Enfin, il y a aussi l'histoire des musiciens vus dans le métro. C'est des musiciens roumains vus dans le métro. Dès qu'ils sortent du métro, ils picolent parce qu'ils ont fait un peu de fric. Et quand ils ont picolé, ils deviennent fous et ils tuent.
Voilà ce que Jean-Claude Fournier aimerait publier. Maintenant, il y a une dernière chose dont il nous faut aussi parler pour comprendre vraiment qui est Jean-Claude. Et ça, c'est la musique, et plus précisément, la musique celtique. Alors là, c'est Jean-Claude lui-même que vous entendez. Oui, il joue du bourdon de sa propre cornemuse, car il en possède une et il en joue depuis qu'il a 10 ans. Moi, j'ai commencé en 53, mais dans tous les bleds, il y avait des bagadous, quoi. Donc, dans tous les bleds, on apprenait. Il y a des jeunes qui apprenaient. C'est la plus grosse école de musique qui existe en France, les bagadous de Bretagne, quoi. Ma vie, ça a été ça, parce que quand j'étais adolescent, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Heureusement, j'avais une bande de copains et copines qui étaient mes copains et copines de mon cercle celtique ici. Ça fait qu'on était tout un groupe, une quarantaine de jeunes, là. On vivait complètement dehors des modes, tout ça. Le yéyé, tout ça, on n'a pas connu. Le rock, tout ça, pas connu ça. Par contre, nous, tous les jours, on se réunissait, parce qu'à l'époque, on restait ici. On avait des répétitions tous les jours, quoi. Et heureusement, parce que j'avais ça, tu vois, ça me permettait d'oublier que chez moi, c'était la merde totale, quoi. Mais ça a été merveilleux, quoi, merveilleux. Le Festival BD de Perros-Guirec l'an dernier, ils ont fait venir le Bagad de Perros-Guirec qui, lui, est dans la première catégorie. Alors, le top niveau, c'est pour moi qu'il avait fait venir, quoi. Et moi, je chialais. J'ai chialé parce que j'étais trouvé les jeunes du Bagad. Je leur ai dit, vous vous rendez pas compte que ce que vous faites, moi, c'est ma vie, quoi. J'ai dessiné un grand Spirou sur la peau de la grosse case de leur Bagad. Et mon Spirou, il vient de défiler dans New York, là. Voilà, cette fois, vous entendez la cornemuse de Jean-Claude Fournier, jouée encore une fois par lui-même, rien que pour nous, rien que pour vous. Jean-Claude que nous allons devoir bientôt quitter et sur qui, décidément, les années ne semblent pas avoir de prise. J'ai toujours envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que ça m'empêche de vieillir trop vite. Qu'est-ce que j'aimerais? Avoir la capacité d'encore travailler, si j'ose appeler ça travailler, faire des petits dessins pendant 20 ou 30 ans, quoi. Ce serait génial parce que j'ai encore tellement de choses à raconter, quoi. Et puis tellement d'envie, surtout graphique. J'ai tellement d'envie de faire autre chose, d'étonner un peu mon public, quoi. C'est ça. Et ça aussi, c'est une chose un peu difficile. C'est de se rendre compte que maintenant, on est vraiment limité, quoi. J'ai pas du tout peur de mourir, moi. Mourir, ce qui m'emmerde d'en mourir, c'est de ne plus voir les gens que j'aime, quoi. Bon, C'est surtout eux que ça privera de toi, parce que toi, tu n'auras plus besoin de les voir. Ça va faire de la peine à certaines personnes. Et non, voilà. C'est ça qui m'embête dans le fait de mourir. Le reste, je m'en fous. Puis je fais ce métier à 60 ans maintenant, quoi. Il y a 60 ans de bonheur, quoi. Même s'il y a des mauvais moments, je les oublie un peu, ça. C'est pas trop grave, quoi. Tu te rends compte le bol que j'ai eu, quand même. Le privilège énorme que j'ai eu. C'est-à-dire m'amuser tout le temps, à faire des petits trucs qui me font plaisir. J'adore dessiner, j'ai toujours adoré dessiner et gagner ma vie avec ça, quoi. C'est un privilège incroyable. Et vous comprenez donc maintenant pourquoi sa dernière BD, consacrée cette fois-ci à sa vie et à sa carrière, s'appelle justement « Ma vie de rêve », une BD dont la suite est en préparation.